À partir de septembre, les États-Unis pourront expulser plus de 500 000 Haïtiens qui vivent sur le territoire américain sous TPS, le statut de protection temporaire. Cette décision est prise sous le prétexte fallacieux que les conditions en Haïti se seraient améliorées. En réalité, et comme chacun le sait, l'État haïtien s'est effondré, les écoles sont fermées, les hôpitaux désertés, les rues sont livrées à la violence armée. Et ces armes, elles viennent justement des États-Unis par cargaison entière. Cette décision n'est pas seulement cruelle, elle est absurde et cynique, mais elle pose aussi une question plus profonde. Les Haïtiens vont-ils continuer à fuir ou enfin se relever? Le 27 juin 2025, l'administration de Donald Trump annonce la révocation définitive du statut de protection temporaire TPS pour près de 520 000 Haïtiens, les rendant expulsables dès septembre. Cette décision survient dans un contexte où Haïti est ravagé par la violence des gangs, l'effondrement des institutions et le désespoir collectif. Pire encore, cette décision est justifiée par une prétendue amélioration des conditions sur place, alors que le département d'État américain déconseille à ses propres citoyens de se rendre en Haïti, évoquant les risques d'enlèvement, de meurtre, de troubles civils et d'absence de système de santé. La contradiction est flagrante, presque grotesque. D'un côté, Washington prétend qu'Haïti est suffisamment stable pour accueillir plus d'un demi-million de citoyens expulsés. De l'autre, elle affirme que le pays est trop dangereux pour ses propres ressortissants. Cette posture n'est pas seulement incohérente, elle est hypocrite, cynique et inhumaine. Pour comprendre l'absurdité d'une telle décision, il faut poser une question centrale. D'où viennent les armes qui mettent Haïti à feu et à sang? La réponse est simple et dérangeante. Elles viennent des États-Unis. Des armes semi-automatiques, des fusils d'assaut, des munitions entrent illégalement en Haïti chaque jour par les ports et les aéroports, sous les yeux complaisants ou complices de ceux censés protéger la population haïtienne. Les gangs qui terrorisent les Haïtiens ne fabriquent pas leurs armes, ils les importent principalement de Floride. Ce trafic est connu, documenté, dénoncé. Et pourtant, il continue. Car derrière ce commerce, il y a un marché lucratif, des complicités politiques, des réseaux mafieux transnationaux et un laxisme délibéré des autorités américaines qui ferment les yeux pendant que le chaos gagne du terrain. Washington justifie la fin du TPS en parlant de retour à la normale en Haïti, mais c'est l'hypocrisie institutionnalisée. Les États-Unis expulsent des familles haïtiennes tout en laissant circuler vers Haïti les armes qui rendent impossible toute normalité. À quand un tribunal international sur le trafic d'armes en Haïti afin d'exposer les responsabilités et démanteler les filières? Je le répète, les armes qui tuent les Haïtiens ne viennent pas des ateliers de Port-au-Prince. Elles viennent de Miami, d'Atlanta, de Houston et d'autres villes américaines. Il faut enquêter et juger les trafiquants d'armes impliqués dans le chaos haïtien, les officiers ou douaniers corrompus qui ferment les yeux, les chefs de gang qui reçoivent ces cargaisons. Ils sont connus et identifiés. Il faut enquêter sur la responsabilité des États-Unis qui ferment les yeux sur ce trafic. Ce tribunal doit avoir de réels moyens d'investigation, l'accès aux bases de données d'import-export et une pression diplomatique forte pour obtenir des résultats. Ce serait un devoir de vérité face à une guerre qui a déjà fait trop de victimes. Mais non, c'est une blague. Je rêve, oui je rêve, cela ne se fera jamais. Ce tribunal est une chimère, une utopie. La situation catastrophique d'Haïti n'est pas uniquement le résultat d'ingérences étrangères. Elle est aussi et surtout le fruit de la trahison des élites haïtiennes. Depuis des décennies, une classe politique corrompue et incompétente a bradé la souveraineté du pays, pillé les ressources, saboté les institutions et abandonné la population à son sort. Quand les gangs ont commencé à gagner du terrain, les politiciens les ont utilisés comme bras armés pour intimider les opposants ou imposer des agendas personnels. Quand les ports sont devenus les zones de non-droit, ceux qui étaient au pouvoir ont laissé faire. Quand la justice a été infiltrée, quand la police a été corrompue, quand les écoles ont fermé et les hôpitaux sont tombés en ruine, aucun gouvernement s'en était préoccupé. L'État haïtien tel qu'il est aujourd'hui est un cadavre vidé de sa substance. Pour les Haïtiens qui vivent aux États-Unis sous TPS, cette décision est une condamnation à mort sociale, économique, voire physique.
La plupart de ces gens avaient commencé à travailler aux États-Unis, élever leurs enfants, payer des impôts, contribuer à l'économie américaine. Beaucoup ont des enfants nés aux États-Unis. Les renvoyer dans un pays qu'ils ne reconnaissent plus, où la survie quotidienne dépend de la capacité à éviter les zones contrôlées par les gangs, est comme une condamnation à mort. Ces migrants haïtiens qui seront expulsés des États-Unis vers Haïti seront exposés à tous ces risques. Ceux qui tenteront de rester clandestinement aux États-Unis vivront dans la peur, la précarité, la marginalisation. Et ceux qui chercheront une autre destination seront confrontés à l'humiliation ordinaire que subissent les migrants haïtiens à travers le monde. Racisme, exploitation, suspicion, rejet. C'est le grand dilemme haïtien. Mais cette tragédie contient peut-être une brèche, une faille dans laquelle une autre vision peut émerger. Si Haïti est invivable, si l'exil devient une impasse, alors il faut poser la question autrement. Et si c'était le moment de reconstruire le pays? Pas dans le rêve naïf d'un retour immédiat à la prospérité, mais dans l'idée qu'aucune solution durable ne viendra de l'extérieur, ni de Washington, ni de l'ONU, ni de l'OEA. La reconstruction d'Haïti ne se fera qu'à travers un sursaut collectif, une reprise en main des leviers du pays par et pour les Haïtiens eux-mêmes. Cela suppose un changement radical de mentalité, repenser la politique, exiger des comptes à ceux qui ont détruit le pays, renverser la table et permettre l'émergence d'une nouvelle classe politique consciente et patriote. Il est légitime de chercher refuge ailleurs quand sa maison brûle. Mais combien de temps encore les Haïtiens accepteront-ils de vivre humiliés à l'étranger pendant que leur pays est abandonné aux vautours? Il serait malhonnête de parler d'Haïti sans évoquer la responsabilité structurelle des États-Unis dans le chaos haïtien. Dès le 19e siècle, les Américains ont refusé de reconnaître l'indépendance d'Haïti. Ils ont occupé le pays militairement de 1915 à 1934. Piller la Banque nationale, imposer des constitutions à leurs avantages, placer des dirigeants fantoches, etc. Plus récemment, ils ont soutenu des régimes autoritaires comme celui des Duvalier sous prétexte de stabilité. Ils ont renversé des gouvernements élus, bloqué des aides, imposé des sanctions, le soutien implicite aux oligarques locaux et l'exploitation de modèles économiques destructeurs ont affaibli les fondements même de l'État haïtien. Le TPS était au fond un maigre geste de reconnaissance, un aveu silencieux de cette dette morale. Sa révocation aujourd'hui, dans ces conditions, est une gifle historique. La révocation du TPS est une honte, une erreur politique, une décision immorale. Elle jette dans l'abîme des centaines de milliers d'hommes et de femmes. Elle est aussi le symptôme d'un ordre mondial profondément injuste, où les plus vulnérables, les plus faibles, sont sacrifiés pour des calculs électoraux ou géopolitiques. Mais cette tragédie doit devenir un point de rupture, un moment de lucidité collective. Haïti ne sera sauvé ni par Washington, ni par l'ONU, ni par ses élites corrompues. Il ne le sera que si les Haïtiens de l'intérieur comme de la diaspora décident de se battre pour un avenir digne chez eux. L'histoire ne pardonne pas les lâchetés collectives, mais elle offre toujours une chance à ceux qui osent se relever. C'est peut-être cela, la dernière leçon à tirer de cette décision cruelle, reconstruire le pays ou le laisser disparaître.